Batimat, le salon professionnel de la construction, du 4 au 8 novembre 2019, en direct du parc des expositions à Paris-Nord Villepinte et en partenariat avec Bail Béton et Wastebox. Et la journée tire à sa fin, deuxième journée de ce salon Batimat, ici depuis le parc des expositions de Villepinte à Paris-Nord. Deuxième journée, on a eu beaucoup de monde. Alors là, on a l'impression d'être dans le calme pour cette dernière table ronde de la journée qui va nous permettre de parler d'économie circulaire en très très bonne compagnie, puisque nous avons la chance d'avoir sur le plateau Marie-Dominique Bogo. Bonjour. Bonjour. Je pourrais même dire bonsoir à cette heure-ci. Vous êtes directrice générale de Batirim. On va en parler dans quelques instants. Nous avons avec nous également Marjorie Petitpain. Bonsoir. Bonsoir, vous représentez le CERIB. C'est quoi votre titre au CERIB d'ailleurs? J'ai vu ingénieur, vous êtes ingénieur oui. En fait? Alors ingénieur économie circulaire et matériaux béton. En fait. D'accord, très bien. Marjorie Petitpain, donc le CERIB, le Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton. On en parle dans un instant. Et puis avec nous également Farid Chik. Bonjour Farid. Vous êtes chef de l'unité à Chantraine-Ferme dans les Hauts-de-Seine. Et vous avez des exemples très précis à nous donner au niveau de l'économie circulaire sur ce domaine de combien? 90 hectares, je crois. 87. 87, très précisément. Bien, on va y venir là aussi dans quelques instants. Économie circulaire, j'aimerais bien que l'une ou l'un de vous nous dise de quoi on parle quand on parle d'économie circulaire. C'est un terme qui circule beaucoup depuis quelques temps. C'est lié forcément au changement climatique, etc. Aujourd'hui, aux économies qu'il faut faire. Marie-Dominique, vous pouvez vous lancer peut-être? Alors, l'économie circulaire, ça vient de l'idée qu'avant, nous étions dans une économie linéaire. D'accord. Et qui faisait que, on créait un produit, on le consommait, et ensuite, il devenait un déchet. Et on était dans la linéarité des opérations. Aujourd'hui, on parle d'économie circulaire parce qu'on parle de boucles possibles et elles sont multiples. Il n'y a pas, dans l'économie circulaire, il n'y a pas qu'une seule boucle, mais on va trouver des solutions pour pouvoir remettre dans le circuit les matériaux qui sont utilisés pour faire un produit. Et on va à chaque fois essayer de trouver de nouvelles solutions pour à la fois les réemployer, les réutiliser, les recycler, les composter, etc. Et à chaque fois, ce sont des boucles différentes et on peut redonner vie, on peut véritablement faire un nouveau cycle de vie pour les produits. C'est un peu le but de la société dont vous êtes directrice générale de Batirim, justement. Alors, de cette start-up qui est pas vieille. Hein, qui est née au mois d'avril de 2019. Et moi, je suis une intrapreneuse chez Suez et qui m'a soutenue pour développer Batirim. Batirim est effectivement une forme de start-up et il y a deux actionnaires, Suez et l'accélérateur digital Resolving qui travaille, qui crée des solutions pour simplifier l'utilisation du BIM. Et en fait, Batirim, RIM, ça veut dire Resource Information Modeling. Oui. Et c'est le BIM inversé pour la déconstruction et la rénovation des bâtiments. Le BIM permet de faire l'éco-conception dans la construction d'un bâtiment. Oui, c'est son carnet de santé, hein, voilà. C'est ça. Et nous, on va modéliser l'ensemble des matériaux et des produits qui sont dans les anciens bâtiments pour pouvoir les rénover et les déconstruire avec une meilleure intelligence pour pouvoir faire de la réutilisation, du réemploi et du recyclage de ces produits et de ces matériaux et d'optimiser finalement la ressource et ne plus aller vers des solutions finales et fatales. Alors, si je comprends bien, donc si on prend un exemple d'un bâtiment qui va être rénové, vous intervenez au début, c'est-à-dire vous optimisez un petit peu ce qui va être démoli ou ce qui va être ce que vous allez pouvoir recycler ensuite, c'est ça? C'est ça. En fait, il faut qu'on soit le plus en amont possible parce qu'on va conseiller le maître d'ouvrage et ainsi que ses architectes sur la possibilité
à la fois de déconstruire, parce qu'on ne va plus prendre la solution de la démolition au départ. Le parti pris de la démolition, au départ, on va commencer par regarder tout ce qu'on va pouvoir sauver dans un bâtiment. Et donc là, on va organiser sa déconstruction sélective. Et pour organiser sa déconstruction sélective, eh bien, il faut avoir une analyse précise, faire un inventaire précis de tout ce qu'il y a dans ce bâtiment. Et ensuite, on va le mettre, donc on vient avec une appli sur une tablette et on va analyser tout ce qu'il y a. Ça va se rentrer dans une base de données, dans une plateforme qui pourra être utilisée par toutes les parties prenantes autour de la problématique du bâti, à la fois pour sa déconstruction, mais aussi pour la reconstruction. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'il y ait un lien entre la déconstruction et la construction pour sauver le plus de matériaux possible. C'est très intelligent. En même temps, alors comment aujourd'hui, vous l'avez dit, ça a été créé au mois d'avril, vous l'avez lancé à l'occasion du MIPIM, je crois, de cette année. Où vous en êtes aujourd'hui, 6 mois après? Alors, 6 mois après, en fait, on avait déjà commencé avant. Oui, on a construit, on a démarré la société en elle-même il y a 6 mois, mais ça fait 2 ans qu'on travaille sur le sujet. On a analysé plus de 150 000 mètres carrés de bâtis qui peuvent aller de 1000 mètres carrés à 50 000 mètres carrés de bâtis. Et de cette analyse, on a conseillé les maîtres d'ouvrage. On a permis d'organiser cette déconstruction, de la suivre. Et on n'est pas simplement là pour faire une analyse. On est là aussi pour accompagner le maître d'ouvrage en tiers de confiance sur tout ce qui va se passer pendant la période de la déconstruction. Vous êtes là au début, mais pas que. Voilà. On n'est pas que. Et on va jusqu'à la fin parce qu'on va donner le récollement de tout ce qui s'est fait entre le diagnostic que nous avions fait au départ, ce qui s'est passé pendant la réalisation de la déconstruction, et ensuite à la fin, on est capable de dire eh bien, il y aura plus de 70% de valorisation, tel que c'est dit dans la réglementation de la loi de transition énergétique de 2020, qui est une obligation pour les maîtres d'ouvrage. Ils devront produire des états qui permettront de certifier qu'ils ont bien fait plus de 70%. Alors, 70%, c'est facile quand il y a de la déconstruction, on verra, de béton. Mais quand on est sur une rénovation et qu'il n'y a que des déchets normalement non dangereux dans le bâtiment, qu'il n'y a pas de déchets inertes dans le bâti, eh bien c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on a fait des expériences avec Corus, qui est un aménageur de bureaux, et on a pu arriver à ces 70% et même plus dans le cadre de leur réaménagement. Et ça s'est passé très très bien avec le cureur. On n'a pas mis plus de temps. Ce n'est pas plus onéreux. Sur le budget qui était global vis-à-vis de la problématique curage, gestion de déchets, eh bien, on est rentré à chaque fois à quelques pourcents, c'est de l'ordre de 0 à 5% maxi. Et aujourd'hui, toutes les filières ne sont pas encore organisées. Donc, c'est l'épaisseur du trait sur un très gros projet de transformation d'un réaménagement ou d'un bâti. Et on a fait le G7. On était sur de la construction éphémère. Il y avait 15 000 mètres carrés. Ouais. Et on a fait la preuve qu'on pouvait réaliser 94% de valorisation de matériaux de cet événement éphémère. Et lors du G7, on a fait du réemploi et de la réutilisation de matières à plus de 80%, parce que Décoral, qui était l'aménageur, a joué le jeu à fond et était complètement convaincu qu'il fallait faire de la réutilisation et du réemploi des matériaux, à la fois de la structure, qu'il réutilise lui systématiquement, et ensuite on a fait toute l'opération au niveau local de tous les produits qui étaient hors de la structure. On l'a fait au maximum autour du chantier, donc avec les compagnons bâtisseurs de la région et avec
Biarritz Événements, dans le domaine événementiel. Ils vont réutiliser tous ces matériaux pour refaire d'autres événements et donner une nouvelle vie à tous ces matériaux. Et les compagnons bâtisseurs, eux, ils vont l'utiliser dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est une formidable opération. Ça veut dire que pour Bâti-Rime, il y a aussi beaucoup de choses peut-être à faire avec le Grand Paris. Vous parliez du G7. Moi, je pense aux Jeux Olympiques qui arrivent en 2024 avec tous les travaux qu'il y a autour. Donc, en fait, vous aidez au tri des déchets et au recyclage de tout cela, de tous ces déchets sur les chantiers. Quoi. Enfin. On a parlé tout à l'heure de l'économie circulaire. Ouais. Il y a 3 points qui sont importants, qui sont vraiment importants à souligner. Le réemploi, la réutilisation, le recyclage. Le réemploi, c'est de dire... Vous avez une table, eh bien, je réemploie la table pour le même usage. Je vais l'utiliser comme table pour manger, pour travailler, etc. Ensuite, vous avez cette même table, vous pouvez la démonter et en faire un meuble. Alors là, c'est de la réutilisation, c'est-à-dire vous allez transformer l'usage. Et puis ensuite, pour le recyclage, eh bien là, on va transformer les matières, c'est-à-dire on va séparer le bois, on va séparer les métaux, et on va transformer les matériaux pour en refaire pour réutiliser cette matière à nouveau, pour refaire éventuellement des tables, mais pour en faire aussi autre chose. Et ça, c'est très très important parce que ces 3 éléments sont complémentaires. Il n'y a pas un élément qui soit plus favorable que l'autre. Il faut qu'il y ait un certain équilibre pour qu'on puisse réussir la valorisation de la ressource. Et ça, il faut que tous les acteurs, les grands acteurs aient ça en tête. Il n'y a pas que du réemploi, parce qu'on emploie beaucoup le mot réemploi aujourd'hui, et pas à bon escient, parce que y en a qui parlent de réemploi pour finalement le recyclage, d'autres qui l'emploient pour la réutilisation. Et c'est 3 choses différentes qui se complètent et qui permettent d'envisager la réduction de l'utilisation des matières. Ça veut dire qu'il faut encore beaucoup d'informations et de pédagogie. Et je voyais Marjorie Petitpain dodeliner de la tête, approuver ce que disait Marie-Dominique il y a quelques instants. Vous êtes au Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton. Tout cela est lié finalement complètement, puisque vous aussi, votre objectif, c'est justement cette économie circulaire dont on parle, le réemploi du béton, enfin les déchets du béton que l'on peut avoir, comment les réutiliser. C'est un petit peu ça aussi votre rôle. Alors nous, on a une vision très globale de la chose, c'est-à-dire qu'au départ, le CERIB, c'est le centre technique industriel de la préfabrication. Donc c'est tous les produits béton qui sont faits en usine. Pour exemple, le bloc parpaing, en fait, l'exemple de base. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, les producteurs de produits en béton sont un petit peu les derniers dans la boucle. C'est-à-dire que le projet est monté, par exemple sur une construction ou autre, et finalement tout se fait, et à la fin on dit bon allez, maintenant on commande les produits en béton dont on a besoin. Mais il n'y a pas eu de discussion en amont sur on souhaiterait faire un produit peut-être un petit peu plus vertueux. Si les personnes avaient été mises directement dans la boucle, on aurait eu le temps peut-être de répondre et d'aller peut-être plus loin par rapport aux attentes de la maîtrise d'ouvrage par exemple. Ouais. Donc il y a justement cette histoire de timing, de temporalité, mais aussi de mettre tous les acteurs autour de la table pour permettre d'être vraiment dans cette vision économie circulaire. Donc on a parlé réemploi, réutilisation, recyclage, mais pour favoriser tout ça, il y a aussi la notion de penser au système constructif dès sa conception. Parce que pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez avoir aussi, et c'est ce qu'on met en avant, c'est finalement votre bâtiment, d'un point de vue assurantiel, il faut qu'il tienne 50 ans. Mais en fait, on se rend bien compte qu'un bâtiment, heureusement, au bout de 50 ans, il ne tombe pas, heureusement. Oui, ça c'est bien déjà. Oui. Voilà, et en fait, il y a beaucoup ça dépend, mais bon, en général, maintenant, en tout cas, on travaille là-dessus pour qu'il ne tombe pas. Tout à fait. De plus en plus. Et même des bâtiments un peu historiques, en fait. On se rend compte que le bâti est magnifique. Et du coup, aujourd'hui, on a tendance à se dire, voilà, pensons en éco-conception à pourquoi pas une modularité dans l'usage de l'ouvrage. Aujourd'hui, je fabrique des bureaux. Demain, peut-être qu'on me demandera une fonction logement. Et en fait, il y a aussi cette notion de dire dès le départ, en éco-conception, on imagine tout de suite la possibilité, en termes de système constructif, de changer tout ça.
Et on se rend bien compte qu'en fait, on peut générer des déchets à beaucoup de périodes de la vie du bâtiment. Donc il y a au départ, au moment de sa construction, au moment de son usage, de sa rénovation potentielle, etc. Et en fait, il y a beaucoup de déchets qui sont quand même produits à ce moment-là. Et effectivement, une dernière source de déchets au moment de sa déconstruction. Si elle est sélective, on optimise justement cette valorisation. Mais voilà, donc vous avez plusieurs sources potentielles et l'objectif c'est vraiment maintenant d'aller plus loin en visant le zéro déchet sur toute la vie du bâtiment. Donc nous on essaye... C'est possible ça ? Alors c'est possible si on met déjà tous les acteurs autour de la table pour pouvoir justement leur demander ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui. Vous alliez en parler, peut-être ? Non, j'approuve. Voilà. Il a un exemple très concret qu'il nous donnera aussi tout à l'heure. Oui, vous approuvez. La question de mettre tout le monde autour de la table. Oui. Quoi. Parce qu'effectivement, il y a la notion de savoir-faire. Quand on a du temps pour évoluer dans ces pratiques, on est quand même plus motivé que si ça devient une contrainte en termes de timing, en termes de coût, parce qu'il y a quand même cette notion de coût qu'il faut garder en tête. Il y a beaucoup de chantiers qui ne pensent pas en coût global. Donc forcément, qui est-ce qui va payer ce léger surcoût peut-être et le nerf de la guerre reste quand même la partie économique. Donc voilà, le fait de vraiment y réfléchir en amont, et c'est ce qu'a dit Marie-Dominique sur la déconstruction, c'est se dire on met tout le monde autour de la table et puis justement on va peut-être faire des petites économies. Mais en fait, finalement, si vous mettez dans un projet où on va faire de la déconstruction sélective, qui va permettre de récupérer les bétons de structure, qui vont permettre de faire des granulats recyclés, alors effectivement, ça coûte un petit peu. Mais en face de ça, on peut s'y retrouver aussi vis-à-vis de... On arrête de piocher dans les ressources naturelles qui, elles, vont s'arrêter à un moment donné. Et on se rend compte quand même que les acteurs comme les carriers sont de plus en plus sensibles à ça. Donc eux, naturellement, vont dire « Ok, je veux bien jouer le jeu ». Si, bien sûr, il y a suffisamment de matériaux à concasser, parce qu'après, c'est aussi cette notion économique liée au process. C'est quand même du matériel, du gros matériel. Donc si vous n'avez pas assez, vous vous y retrouvez pas. Donc c'est pour ça que c'est important, voilà, justement, de travailler une action qui est très intéressante en ce moment, c'est tous les programmes en rue, où là il y a une quantité très importante de matériaux, de déconstruction, que ce soit du gros œuvre, même du second œuvre, et de l'équipement qui vont pouvoir être identifiés. Et c'est là, quand justement en mettant ces acteurs autour de la table, il y en a un qui peut dire moi je prends l'initiative d'investir un petit peu de temps, d'investir un peu de matériel, de faire exprès d'avoir un tas spécifique, et le jour où j'en ai assez, je sais que j'ai un utilisateur qui me prendra mon tas et qui refera des bétons avec ça. Et le top, c'est quand tout reste vraiment très local, de préférence sur le site de déconstruction, etc. Mais c'est ça qui est intéressant au niveau de l'économie circulaire, c'est que c'est vraiment une amélioration continue. Donc on sait où on est aujourd'hui, et après on peut faire des projections sur le court, le moyen, le long terme, dans des modèles économiques acceptables. Et le local est très important, hein. Marie-Dominique en parlait tout à l'heure, vous le citez également, on a eu d'autres exemples aujourd'hui dans la journée sur ce thème-là. Vous y arrivez quand même au CERIB à mettre tout le monde autour de la table ? C'est facile ? C'est compliqué encore aujourd'hui ? C'est une vision qui, en fait, quand on en parle, les gens disent oui, c'est pas bête, effectivement. Oui. Mais on a tous la tête un peu sous l'eau de par nos actions. On se rend compte, nous on accompagne pas mal de maîtrises d'ouvrages publics, donc des métropoles, des régions. On est amené à accompagner justement des régions sur des montages de filières de valorisation de matériaux de déconstruction, par exemple. Donc il y a toutes ces notions de où est-ce qu'on le met, quel est le matériel adapté, quels sont les programmes de construction qui seront amenés à utiliser ça, etc. Et on se rend compte qu'en fait, ça prend du temps déjà à l'accepter, mais une fois qu'on s'est mis autour de la table, on se dit pourquoi on n'a pas fait ça il y a 3-4 ans ? Et on aurait gagné du temps en fait, parce qu'on aurait pensé à des choses à ce moment-là. Les acteurs auraient été déjà dans cette logique, parce qu'il y a aussi un petit peu cette notion malheureusement de crainte, de se dire je vais mettre du recyclé, je vais mettre de l'occasion, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que tous les matériaux recyclés ont un cahier des charges aussi drastique qu'un matériau naturel en fait, voire limite plus. Et c'est là qu'on a un petit souci vis-à-vis de l'économique, c'est-à-dire qu'il faut payer tout ça. Donc si vous n'en avez pas suffisamment, il y aura forcément un léger surcoût vis-à-vis de la matière. Et on a quand même tendance à dire on fabrique plus pour moins cher, tout en ayant une qualité équivalente. Enfin voilà.
on est quand même encore beaucoup dans cette vision. Mais il y a quand même beaucoup de métropoles qui jouent le jeu des régions. Il faut payer, mais au final, ce sont des économies. Mais c'est des économies de ressources en fait. Oui, c'est ça. C'est des économies pas forcément sous forme de billets, mais c'est des économies de ressources. Et on a un très bon exemple qui est la région Bretagne, qu'on accompagne sur tout ça. Ils ont des carrières à peu près tous les 20 km environ. Alors je ne connais pas exactement la localisation, mais ils ont beaucoup de cailloux. Et ils sont dans cette logique justement de se dire on déconstruit des choses, on ne veut pas combler un trou avec ce qu'on déconstruit pour faire un autre trou, pour reconstruire quelque chose. Donc ils se sont mis dans cette logique-là, et clairement la région a dit dès le départ, on ne souhaite pas faire d'économie là-dessus, enfin on ne souhaite pas gagner de l'argent là-dessus. C'est pas ça l'idée, c'est plus on se met dans cette notion de virtuosité vis-à-vis de nos ressources naturelles, etc. En même temps, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement à long terme. Et bien voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc finalement, on y gagne. On y gagne. Mais sur une personne qui, elle, regarde son chiffre d'affaires à la fin de l'année, et ne regarde pas un petit peu plus loin au bout de 10 ans, effectivement, voilà, c'est un discours à travailler, c'est ça qui est super intéressant en fait. C'est ça qui est super intéressant, bien sûr, et d'où la pertinence aussi de l'arrivée de start-up comme Batirim, ou comme vous évoquiez tout à l'heure les granulats recyclés comme Fastcarb qui est intervenu tout à l'heure sur Bâti Radio également. Et puis là, on a un exemple concret avec vous, Farid, avec ce projet de réaménagement du parc des Chantraines. Alors là, on est dans les Hauts-de-Seine. C'est un projet que vous avez lancé l'année dernière. On en est où aujourd'hui? Vous nous expliquez un petit peu? Écoutez, le projet a démarré en novembre 2018. Il se terminera en fin avril 2020. Voilà, donc c'est dans le cadre d'un marché public. Oui. Les Hauts-de-Seine, effectivement, c'est un petit département, en même temps très vert, parce qu'effectivement, plus de 45% de la surface des Hauts-de-Seine, c'est du vert, en fait. Là, on est entre Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne. On est sur deux communes, effectivement, Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne. Donc, on est sur un bassin, effectivement, pas mal fréquenté, on va dire. Le département des Hauts-de-Seine gère à peu près 650 hectares d'espace vert. On a plus de 4 milliards d'alignements. Enfin, c'est un beau challenge. On est éco-certifié depuis, on est éco-labellisé, EVE, espace végétal écologique, depuis 2011-2012 sur les Hauts-de-Seine. Et donc il y a des obligations aussi par rapport à ça, en tout cas un cahier des charges sur lesquels on doit aussi suivre un petit peu les tenants, les aboutissants pour pouvoir mettre en œuvre nos réalisations. Alors là, sur Chantraine précisément, un parc qui a à peu près 35 ans. Il y avait effectivement sur certains secteurs des zones à reprendre, notamment sur les surfaces minéralisées. À peu près 2 hectares qui ont été touchés par ce projet. Et là, la question un peu pari qui a été posée en 2016, parce qu'il fallait réfléchir un petit peu en amont à tout ça, c'était de se dire est-ce qu'on peut travailler autrement que par l'habitude, on va dire un petit peu des concepteurs qui interviennent aussi sur les sites, les sites sur lesquels le public effectivement fréquente, parce que les parcs globalement sur les Hauts-de-Seine, c'est 14 millions de visiteurs par an, donc c'est quand même des sites très fréquentés. Par des Chantraines, c'est entre 1,5 million et 2 millions de visiteurs par an. Donc il y a une très forte demande, je dirais, d'utilisation de ces sites. Et là, la question, c'était de se dire, on a en place des choses qui sont des matériaux nobles, qui sont sous nos pieds. Donc essayons de voir si sur ce projet-là, il n'y a pas la possibilité, le pari un peu, de tout réemployer. C'était ça un peu l'idée qui a conduit un peu à ça. Ça, c'était vraiment la démarche de départ. La démarche de départ. Ouais. C'était vraiment mais c'était pas simple, parce qu'effectivement, sur un parc qui est déjà fréquenté, comment arriver à gérer tout ça en laissant le parc accessible, etc. Donc ça, c'était pas une question si facile initialement à concevoir. Après, il a fallu effectivement bâtir le cahier des charges pour pouvoir monter une consultation d'entreprise, pour pouvoir répondre à ce marché. Et là, les questions clés, c'était effectivement, la réutilisation des matériaux, donc à 100%, si c'était possible, bien évidemment. 2, on avait la question de la ressource d'eau, effectivement, parce qu'on est sur comme un secteur où l'eau, c'est quand même important, je dirais, c'est une question cruciale. De plus en plus, et là, donc, il y avait le volet de désimperméabiliser un peu ce qui était en place. On avait à la fois un volet de désimperméabilisation des sols minéralisés en place, donc de réduire un peu la surface minéralisée et de restituer l'eau naturellement qui tombe dans le sol, sans avoir un système
compliqué d'adduction d'eau, de réseaux artificiels qui récupèrent effectivement et qui évacuent dans le réseau effectivement les eaux. Ça, c'était quand même très important. Mais une des questions quand même qui était vraiment sous nos pieds, c'était vraiment ces matériaux-là. Parce que dans la pratique, dans les aménagements, on ne se souciait pas forcément trop de se dire, à la limite, ça a été dit tout à l'heure par les collègues ici, effectivement, on aménage, on tourne une page et on passe à une autre page. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se pose pas la question de savoir finalement ce qu'on a sous nos pieds, donc tout est évacué et puis on ramène du neuf, qui d'ailleurs n'est pas forcément du neuf. Ça a été dit là tout à l'heure. On a souvent, et on s'en est rendu compte, des matériaux qui reviennent sur le site déjà recyclés, dont on ne sait pas forcément la provenance, dont la qualité, etc. Et qu'on paye aussi un coût pas évident, enfin quand même très important. Donc là, c'est vrai que ça a été compliqué un peu de mettre ça en œuvre à la fois pour décider en interne finalement de se lancer, parce qu'il a fallu aussi convaincre, je dirais, un petit peu en interne chez nous, un petit peu cette manière de voir un peu la façon d'aborder un chantier. Mais c'était aussi de se dire que si c'est possible de le faire à une échelle qui se verra, effectivement, le pari serait effectivement serait gagné. Alors, il faut savoir que dans cette affaire, en fait, on a eu la possibilité aussi de faire appel à des partenaires. Donc trois partenaires institutionnels qui nous ont aidés dans le financement du projet. Donc on a eu l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui a financé à hauteur de 420 000 € quand même de subventions sur ce projet-là. La région Île-de-France, on a pas loin de 200 000 € également de subventions. Et récemment, on a eu une subvention également pour un parcours santé-nature, toujours dans le cadre de ce projet-là mis en place, une subvention de 100 000 €. Donc vous voyez, au cumul, finalement, les partenaires qui nous ont accompagnés sur ce projet-là y ont cru. Ils ont cru et effectivement nous ont aidés finalement à participer à cela. Alors, je vais revenir après sur les économies d'échelle qui ont été faites sur ce projet-là. Donc, la conception, la mise en œuvre pratique du cahier des charges pour pouvoir avoir des entreprises qui puissent répondre à ce type de chantier un peu expérimental, parce que c'était pas évident pour elles aussi de travailler. Là, on n'est pas dans le bâtiment, on est vraiment sur de l'espace urbain. C'est un peu différent de manière d'approche de travailler. Vous voyez, par exemple, les matériaux... Il a fallu beaucoup expliquer de choses. Il a fallu expliquer, il a fallu démanteler. On a démantelé pas loin de 2 hectares de surface minéralisée sur place. Il a fallu trouver un endroit pour pouvoir les valoriser sur place. Donc on a créé une aire de transformation des matériaux d'une surface de 4500 m². On a fait appel sur 3 temps distincts d'ateliers de concassage. Donc c'est un mini concasseur qui est venu pour pouvoir effectivement broyer en fait ces matériaux démantelés, qui ensuite a été criblé, etc., trié selon les usages qu'on allait pouvoir en faire, et laisser sur place effectivement la matière première ainsi produite. Cette matière première, on a eu la surprise de pouvoir la réutiliser à 100%. Donc il y a 4 applications concrètes sur le matériau initialement récupéré sous nos pieds. Donc, une réutilisation pour les sous-couches des allées des surfaces minéralisées employées. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus fine. Ensuite, il y a eu le concassé. Nos allées initialement étaient calpinées. Un calpinage, vous savez, c'est un aménagement. Donc c'est une technique où on met effectivement des pavés. Alors c'est des pavés granit 10-10. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Il y a 35 ans, ces petits pavés granit 10-10. Très clairement, à l'initial du projet, on ne pensait pas pouvoir les... Moi, j'avais prévu les stocker, effectivement, pour une réutilisation ultérieure. Mais on n'avait pas... on ne savait pas qu'on pouvait les concasser. Et le concasseur les a broyés, en fait. Il a réussi à les concasser. Du coup, première réutilisation du matériau, les parties les plus fines en sous-couche. Deuxième réutilisation des matériaux, comme on a rétréci les allées, qui étaient à 4,50 m, 5 m de large, on les a remis à 3,50 m. On a créé ce qu'on appelle des bandes de roulement juste à proximité pour pouvoir, au cas où il y a 2 véhicules qui passent, avoir une bande de roulement donc perméable, colonisée de graminées qui colonisent facilement. Et ce matériau-là, donc, il est remployé en mélange terre-pierre, en fait. Voilà. Troisième utilisation, gabionnage, effectivement. Donc là, du coup, dans le cadre du piégeage du CO2, parce que justement, le béton a cette faculté de piéger le CO2, donc ça, c'était une très bonne chose. Et donc, on va aménager des gabions, effectivement des murs gabions, avec le matériau qui est mixé donc justement avec du concassé béton et du concassé pavé.
voyez, donc finalement, même sur le volet esthétique, on aurait pu se dire, oui, c'est pas très clean, enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, c'est pas très beau, ces matériaux, c'est de l'usager. Là, non, on a quelque chose quand même qui en plus est assez sympathique, parce que le béton initial était un béton avec une pâte cimentaire blanche, donc on a en plus... Ça, on ne le savait pas, effectivement, qu'on allait avoir cette qualité-là. Donc, on a quelque chose à la fois esthétique et qui va jouer dans le temps, on le verra après. La troisième utilisation, c'est de recycler le matériau pour refaire, ça a été dit tout à l'heure, refaire du béton. Donc là, en fait, c'est dans le cadre du programme Recy-Béton. On va refaire du béton à partir du béton concassé. Donc là, on retravaille le matériau sur lui-même pour pouvoir le remettre en place sur le site à différents endroits. Voilà un petit peu, je dirais, le matériau brut. Et puis une quatrième utilisation très importante aussi qu'on n'avait pas prévue initialement, c'est qu'on a en fait un train touristique sur le parc des Chantraines d'une longueur de 5,5 km. Et là, on a du ballast, vous savez, ce fameux ballast qui bloque effectivement les travers. Donc il se trouve que d'ici 2 ans, on va reprendre l'ensemble de la voie ferrée qui effectivement devient vétuste. Et donc pour bloquer les futures traverses, qui normalement seront en béton, il faudra du ballast. Et du coup, on s'est dit, limite le concassé, pourquoi ne pas tenter le réutiliser en ballast? Alors pour le faire valider, il fallait faire analyser ce concassé, qu'on a fait analyser. On a fait les tests de compression, les tests d'onal, etc. Enfin, tous les tests obligatoires pour pouvoir vérifier effectivement la solidité du concassé. Et il se trouve que ce concassé va permettre de le réutiliser en ballast. Donc si vous voulez, là clairement... c'est des choses qu'on n'avait pas forcément initialement prévues, mais qui aujourd'hui nous permettent de dire qu'on a un 100% recyclé sur ce chantier. Voilà, c'est très clair, très bien expliqué. Merci Farid. Mais alors tout cela, parce que le temps passe, donc il faut qu'on aille un peu vite. Tout cela a un coût quand même, comme le disait Marjorie Petitpain il y a quelques instants. Vous avez un budget open alors, clairement, sur le marché globalement sur les 4 lots, c'était un marché de 2 800 000 euros net. Donc là-dessus, on a eu les subventions dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'ensemble du marché. Et donc en termes de gains, clairement on a fait un peu les calculs d'économie circulaire sur ce chantier-là. Donc on a économisé 170 tonnes de CO2. Donc on a évité de produire 170 tonnes de CO2. Oui. On a économisé 58 526 litres de carburant. D'accord. Voilà. Également 8 318 tonnes de granulats. Et puis en coût, en budget, donc c'est un peu moins de 300 000 euros, 293 000 euros d'économie, je dirais, financière sur ce projet-là, rien que sur ce chantier-là. Et ça, c'est effectivement dans la mise en œuvre du chantier. C'est dans la mise en œuvre de ce qui est en cours jusqu'à fin avril. Après, il va y avoir, on a fait un calcul sur la durée notamment de gains, notamment en CO2, je dirais, sur la vie de l'ouvrage. Et là, on arrive effectivement, notamment pour le béton concassé qui va piéger le CO2, on arrive à quand même plus de 900 tonnes de CO2, finalement, qui seront captés en fait par ces matériaux recyclés. Donc globalement, on peut dire que c'est une opération qui est satisfaisante. Oui. Voilà. Et surtout, un point très important, c'est qu'on s'est dit aussi qu'à un moment donné, ce type d'opération peut être redéployé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas de se dire... Ça, j'imagine, mesdames, que vous êtes d'accord là-dessus, voilà, effectivement. On l'a fait ici, le pari, c'est de voir si on ne peut pas mutualiser sur d'autres... Ça a été dit tout à l'heure, table ronde, on se met autour d'acteurs qui, effectivement, sont prêts à travailler là-dessus. C'est une autre façon de gérer, une manière d'organiser les chantiers différemment, d'être connecté, etc. Mais c'est possible. Ça veut dire qu'autour de ça, et ce serait peut-être vos mots de conclusion, parce que le temps passe vite, ça veut dire qu'il faut encore beaucoup d'informations, beaucoup de pédagogie autour de ça. Dominique Bogo, oui. Il faut de la pédagogie, il faut de la collaboration, il faut que tous les acteurs s'écoutent. On a des possibilités formidables et aujourd'hui... c'est vrai qu'il peut y avoir des coûts pendant un temps déterminé qui peuvent être un tout petit peu plus importants, mais dès que les filières, on le voit bien, dès que les filières sont organisées et que ça se met en place, eh bien ça fonctionne et les coûts ne sont pas plus élevés. Bon, moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir une expérience dans le domaine de l'automobile, j'ai monté la filière de la déconstruction automobile. Aujourd'hui, on fait de la pièce d'occasion. Vous pouvez avoir des pièces d'occasion
sur votre automobile et vous êtes assuré. Et ce sera la même chose dans le bâtiment. Dans 5, 10 ans, eh bien, on ne se posera plus les questions qu'on se pose aujourd'hui. Ce sera naturel que de réutiliser ou de réemployer ou d'avoir des produits recyclés. On fait souvent la référence entre le milieu de l'automobile et le milieu du bâtiment. Il y a beaucoup de convergence. Il y a beaucoup de convergence. On peut prendre l'exemple sur ce qui s'est fait dans le monde de l'automobile. On a industrialisé la déconstruction. On parlait de casse automobile. Bien aujourd'hui, on parle des constructeurs. Et on crée de la pièce d'occasion normée, assurée. Et pareil, quand vous prenez un avion, vous avez des pièces refurbishées dans un avion. Et on ne se pose pas la question aujourd'hui quand on monte dans l'avion. Et ce sera la même chose dans un bâtiment. Un mot de conclusion, Marjorie Petitpain, autour de... Oui, pour moi, je pense que l'économie circulaire, ça a quand même l'avantage aussi d'avoir une vision d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous disent « Ah, mais je ne peux pas mettre jusqu'à 50% de matériaux recyclés dans mes nouveaux bétons ou autres. » Mais c'est pas ça l'idée, c'est plus d'avancer petit à petit, de se faire une expérience et de monter marche par marche. Et non pas de sauter 4 marches d'un coup, de tomber, de se faire mal et de se dire moi je ne veux plus y aller dans ce cas. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en avant et on travaille avec tous les acteurs, dont les deux autres personnes à côté de moi, sur justement allons-y doucement mais sûrement. C'est ça, c'est doucement mais sûrement pour trouver un modèle économique, environnemental, technique qui plaît à tout le monde et qui fait que ça deviendra vraiment une vision pérenne et non pas des démonstrateurs un par-ci, un par-là, mais complètement fous qui ne seront jamais retranscriptibles par la suite. Donc c'est vraiment ça, c'est être dans cette démarche de je fais quelque chose avec une méthodologie globale qui me permettra d'être retranscriptible facilement et prise en main par d'autres facilement dans le reste du territoire. Voilà. Doucement mais sûrement, mais allons-y, c'est ce que vous avez fait, oui, Farid Chik, au parc des Chantraines. Vous viendrez nous dire au moment de l'inauguration, oui, qu'on fasse, puisqu'il y a forcément une inauguration derrière, une fois que les travaux sont terminés. Vous viendrez nous en parler sur Bâti Radio. Merci à tous les trois, en tout cas, d'être venus nous parler aujourd'hui sur Radio Imo, sur Bâti Radio, pardon, avec vous, donc Marjorie Petitpain du Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton. Avec vous également Marie-Dominique Bogo, directrice générale de Bâti-RIM, et Farid Chik, vous êtes chef de l'unité Chantraine Ferme, c'est en Hauts-de-Seine, un chantier en cours qui se termine au mois d'avril 2020. Merci à tous les trois. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Batimat, le salon professionnel de la construction, du 4 au 8 novembre 2019, en direct du parc des expositions à Paris-Nord Villepinte et en partenariat avec Buy Béton et Wastebox.